Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire. Je suis André Loez et pour débuter cette nouvelle saison, je vous propose une émission d'un genre un peu différent. C'est un récit d'enfance que vous allez entendre, le récit d'un garçon né en 1912 à Salignac, un petit village du Périgord dont le père a été tué à la guerre en 1915 et qui raconte le quotidien du monde rural il y a un siècle. Ce récit, c'est celui de mon grand-père maternel, Pierre Escudier, qu'il a rédigé en 1994 sur quelques feuillets manuscrits. Je suis tombé dessus cet été, j'ai eu envie de le partager, pas tellement par attachement familial, c'était quelqu'un de plutôt compliqué et très autoritaire, mais pour sa richesse historique. Car je trouve ce texte très riche, pour lui-même, pour ce qu'il décrit du monde que nous avons perdu, pour emprunter le titre du grand classique de Peter Laslett. Il parle de cette époque où, je cite, « le blé était sacré ». Riche aussi pour donner un aperçu de cette vie rurale qui commence tout juste à se moderniser. Vous entendrez un passage sur les paysans de Dordogne, qui en 1921 se passionnent, à travers les journaux, pour le match de boxe Carpentier-Dempsey. Riche enfin par rapport au programme d'agrégation de cette année sur les campagnes au 19e-20e siècle, dont on a parlé dans le podcast avec Jean-Marc Morisseau, sur toute une série de réalités villageoises, le battage du blé, l'école municipale, la foire aux bestiaux, la pluriactivité paysanne, les liens familiaux, la nourriture, la boisson. Tout ce qui se retrouve d'une manière ou d'une autre, avec évidemment une infinie variété de nuances locales et régionales, dans tout le monde paysan d'autrefois, et que vous serez nombreux et nombreuses à reconnaître. Vous trouverez la transcription de ce texte sur le site paroledhistoire.fr avec des cartes, un lexique, des documents d'archives. Pour sa lecture, j'ai eu la grande chance de rencontrer la voix et l'accent de Bernard Pellerin, qui l'a incarné. Je le remercie très vivement, ainsi que Louis Clerc, Julien Ruche, Jean-Pierre Escudier et Claudine Dreiband pour leur aide. On se retrouve en septembre pour des émissions plus classiques dans Paroles d'Histoire et dans Le Fil de l'Épée, l'émission d'histoire de la guerre qu'on co-anime 2 fois par mois avec Alexandre Jublin. Tout de suite, la vie rurale dans le Périgord il y a un siècle. Merci et très bonne écoute. Je suis né en 1912 à Salignac, en Dordogne, dans une assez jolie maison appartenant au pharmacien, M. Serroux, qui racontait souvent sa fréquentation de Verlaine pendant ses études au quartier latin à Paris. Madame Serroux, son épouse, avait beaucoup d'amitié pour ma mère, avec qui elle a correspondu de longues années après notre départ de Salignac. Mon père, Escudier Pierre, avait 31 ans quand je suis né. Il exerçait un beau métier, tailleur de pierre. Voici le seul souvenir que ma mémoire garde de lui. Il avait été mobilisé à la déclaration de guerre en août 1914 et avait rejoint la caserne à Bergerac. Au printemps de 1915, il était revenu à Salignac, en permission, avant son départ sur le front. Je me rappelle très bien être allé l'attendre sur la route, car il arrivait à pied de la gare, située à 6 km. Je le revois avec son képi, sa capote ouverte sur les genoux et ses musettes dans le dos. L'après-midi, il m'avait conduit à la garderie, sorte de maternelle qui était tenue par mademoiselle Pauline, une ancienne sœur de charité qui enseignait aussi le catéchisme au plus grand. Je n'ai plus revu mon père puisqu'il a été tué sur le front à Verdun. Quelques souvenirs de cette terrible époque de guerre me reviennent souvent. Le rationnement avait raréfié de nombreuses denrées, surtout le sucre. Je faisais déjà les commissions. J'allais souvent à la boulangerie Lacombe, où les parents d'Auguste nous donnaient facilement le pain des 3 orphelins en passant par derrière. Je revois des scènes de pleurs déchirantes. Ma mère, les voisines parlant de tous ces morts qu'on apprenait chaque jour. Le 11 novembre 1918 fut un jour mémorable. Je revois la rue de notre quartier. Tout le monde s'embrassait, riant et pleurant à la fois. Les cloches de l'église ont sonné 24 heures sans désemparer. J'étais monté en haut du clocher avec les hommes qui avaient hissé à grand-peine un fût de vin jusqu'à la plateforme. Et ils buvaient sec pour se donner du cœur. La guerre finie, le manque d'hommes se faisait cruellement sentir. Les terres étaient mal cultivées, malgré le courage des femmes. Un de mes camarades d'école me faisait goûter à la récréation de midi du pain fait par son grand-père avec de la farine de seigle et des pommes de terre bouillies. Puisque j'en suis à l'école, je vais dire comment nous avons vécu entre 1920 et 1924 notre vie de garçon polisson et libre. Il y avait 2 classes et le directeur, M. Andrieux, était terriblement exigeant et sévère. Nous étions, Laurence, Jeannette et moi, très amis avec Nénette Andrieux, sa fille, laquelle Nénette mangeait souvent à la maison et y couchait même quelquefois. Malgré ces relations amicales ou à cause de cela,
Monsieur Andrieux, qui avait la main leste, m'administrait force taloche pour faire rentrer les règles d'orthographe. J'étais même retenu entre midi et 2 heures pour quelques leçons mal sues dans la cuisine des Andrieux. Madame était directrice des filles. Et j'assistais avec 2 ou 3 camarades au repas des maîtres. Monsieur Andrieux, de temps à autre, me posait des questions sur la leçon, ou bien il faisait des commentaires sur l'excellence de la cuisine, car il connaissait mes goûts. La cour de récréation n'avait pas de limite. C'était tout le champ de foire et même les rues adjacentes. Quelques parties de bar, de billes ou de poursuites. Beaucoup d'élèves venaient de plusieurs kilomètres, à pied, dans des sabots de bois l'hiver, et beaucoup nu-pieds l'été. L'hiver, c'est nous qui allumions le feu. J'ai toujours été matinal et j'étais souvent le premier à me rendre chez le menuisier de la place qui nous donnait des copeaux de bois. C'est nous qui cassions le petit bois et fendions les grosses bûches. Très souvent aussi, j'étais dans l'atelier du maréchal Ferrand où j'assistais fasciné à la fabrication des fers à chevaux, au ferrage des animaux, et l'été, on me chargeait de manœuvrer le chasse-mouches. Jusqu'à la nuit, sur la place, c'était aussi de grandes parties de foot avec comme ballon une boîte de conserve. Le jeudi était un jour faste. Il y avait bien sûr le catéchisme obligatoire, car j'étais enfant de chœur le dimanche à la messe et aux vêpres et aux enterrements. L'après-midi, c'était des jeux ou des expéditions suivant les saisons. Recherche des nids, chapardage de fruits, pêche aux écrevisses, promenade à bicyclette. Car j'avais le privilège de pouvoir utiliser le vélo de Laurence, et les vélos étaient peu nombreux en ce temps-là. Je ne raconterai pas tous les exploits dont nous étions coupables. Ma mère me grondait beaucoup. Je fuyais, mais elle disait « Je te retrouverai à la soupe ». Et en effet, je recevais force correction. Malgré tout, j'ai été reçu au certificat d'études, premier du canton, le 5 juillet 1924. Pendant cette période, dès l'âge de 10 ans, non seulement je soignais nos bêtes, mais j'aidais ma mère au jardin et aux champs. La moisson à la faucille, les foins, le sarclage du maïs, ou des pommes de terre, ou le ramassage des noix. Ce dernier travail ne me plaisait guère. Chaque matin d'octobre, ma mère m'appelait avant le jour, et chacun avec sa lanterne, nous allions vers le chemin de Pêche-Choudal, où nos noyers et ceux du voisin d'en face laissaient tomber leurs fruits au même endroit. Il fallait donc arriver les premiers. Je dois à la vérité de dire que souvent, le voisin, M. Léonard, était encore plus matinal que nous. À cette époque, ma mère faisait le commerce des noix. La noix est encore une richesse du Périgord. Nous recevions des sacs de noix, soit des paysans du coin, soit que ma mère les ait achetés sur les marchés de Montignac, Sarlat, Terrasson ou Brive. S'ils arrivaient par wagon, il fallait aller les chercher à la gare, à 6 kilomètres. On mobilisait plusieurs attelages de chevaux, et moi j'y allais avec notre âne, mais je ne portais que 8 à 10 sacs, car il y avait des côtes et la route était mauvaise. Ces noix étaient énoisées dans notre atelier ou chez des particuliers. Il s'agissait de séparer les cerneaux, puis de tirer ceux-ci en catégories, les extras, les arlequins, rouges, les invalides et l'huilerie, les petits morceaux. C'est un aveugle nommé Joseph qui cassait les noix. Il y avait jusqu'à 15 femmes à l'atelier et une excellente ambiance. Une fois les cerneaux mis de côté, il fallait les passer à l'étuve. C'était une espèce de chambre, chauffée par des tuyaux de poêle, qui couraient sur tous les murs. On poussait à l'intérieur sur des rails un énorme chariot chargé de clayettes où étaient étalés les cerneaux. C'est moi qui le plus souvent m'occupais du feu et surveillais le thermomètre, car il y avait une température à ne pas dépasser. Il arrivait que je m'endorme et que les cerneaux grillent. C'était une grosse perte. Le jeudi et le dimanche, je livrais les sacs de noix à énoiser dans certaines familles, pour qui c'était un revenu supplémentaire. Quelques jours après, je repassais prendre les cerneaux. Il arrivait que dans certaines maisons, les énoiseurs aient prélevé une part trop grande des noix. Ma mère se fâchait. Mais cela n'empêchait pas ces gens d'aller faire leur huile en fin de saison avec nos noix. J'aimais, chaque printemps, la cérémonie de l'huile. Nous partions avant le jour en voiture à cheval.
avec un voisin pour Sainte-Nathalène. Ce moulin existe et fonctionne encore. Nous emportions les noix, les bonbonnes vides pour l'huile et le casse-croûte. L'opération durait jusqu'au soir, entrecoupée vers midi par un déjeuner champêtre où figurait toujours une salade de vrais cressons de fontaine que nous cueillions dans le ruisseau. Cette période heureuse, riche de tant d'activités, avait quelques points culminants dont celui des grandes lessives. Il y avait bien les petites lessives hebdomadaires. Ma mère et mes sœurs savonnaient le linge courant et la couleur. On faisait bouillir la lessiveuse sur un feu de bois et le lendemain, on allait rincer au ruisseau, c'est-à-dire au lavoir. Il y avait le lavoir de la Grèze, petit, champêtre, discret, assez difficile d'accès, mais où j'aimais accompagner ma mère à cause des écrevisses que je pêchais dans les fossés. L'eau courante était claire et le linge était vite rincé. J'aidais ma mère ou ma sœur Laurence à pousser la brouette. L'autre lavoir, celui du Barry, était couvert et beaucoup plus grand. De nombreuses femmes y lavaient tous les jours. C'est là qu'on apprenait les nouvelles, les commérages. Certaines femmes étaient célèbres pour leurs informations. À la fin du printemps, on faisait la grande lessive. Cette grande lessive justifiait l'impressionnant contenu des armoires à linge. Plusieurs femmes étaient mobilisées. On chargeait le linge sur la voiture à âne et on allait au Barry pour savonner. Le lendemain, on faisait bouillir. On disposait le linge dans un cuveau de bois ou de zinc posé sur un grand trépied près de la grande chaudière où je faisais cuire les légumes du cochon. On faisait bouillir de l'eau avec de la lessive et des cristaux de soude et à l'aide d'une casserole à long manche, on arrosait le linge du cuveau. Le jus de lessive s'écoulait en bas, on le versait dans la chaudière et cela continuait des heures. Le lendemain ou le jour suivant, selon le temps, on chargeait de nouveau le linge dans la voiture et on allait rincer dans le ruisseau de Borez à 2 ou 3 kilomètres. C'était la joie. Plusieurs femmes ou jeunes filles de notre atelier étaient là. Le linge rincé était étendu dès midi sur le pré. On déjeunait longuement sur l'herbe. L'atmosphère était joyeuse. On revenait le soir, le linge sec. Une autre expédition estivale était celle de la baignade à la Dordogne. Ma mère adorait ces expéditions. On partait dans la matinée, dans 2 voitures à cheval. Il y avait mes sœurs, 2 ou 3 jeunes ouvrières de l'atelier, 2 ou 3 voisines, Joseph, l'aveugle, qui était un bout en train malgré sa cécité, et Galoupe, le voiturier. Il fallait plus de 2 heures pour faire les 18 kilomètres qui nous séparent de Roufillac. Personne n'avait de maillot de bain. Les femmes se baignaient en culottes et combinaisons ou chemises de nuit. Personne ne savait nager. Après le bain, une énorme collation nous restaurait. Et on rentrait tard dans la nuit obscure, au palan des chevaux, car il n'était pas prudent qu'ils trottent la nuit. J'ai raconté cet épisode pour montrer l'évolution qu'il y a eu dans le domaine de l'hygiène corporelle. Les douches, les bains étaient inconnus. Et l'eau était loin des maisons. L'eau courante n'est apparue à Salignac que vers les années 25 ou 26. C'est moi qui le plus souvent étais le corvée d'eau. La fontaine était à 700 ou 800 mètres. On portait 2 seaux, les bras un peu écartés par un cerceau, ce qui était moins pénible. Les jours de la fabrication de la piquette, je faisais plusieurs voyages. Pour la boisson, on avait un gros cruchon en grès avec de l'eau du Barry qui était la meilleure. Quand on allait à la lessive à la Grèze, on prenait de l'eau à la source du Rocaillou, tout à côté. Il faut que je parle aussi de l'inconfort des maisons. Les cuisines au sol en terre battue étaient légion. Chaque maison avait une grande cheminée dans la cuisine, avec un banc de chaque côté du foyer. En hiver, il faisait bon devant le feu, mais un froid de canard dans les autres pièces. En général, les enfants se déshabillaient devant le feu et couraient au lit qui avait été réchauffé par la braise du moine. Le matin, c'était l'opération inverse. Le plus souvent, ma mère allumait le feu
avec un grand tas de coquilles de noix dans le foyer. Quand elle était absente, c'est moi qui le faisais. Quand nous avons eu l'électricité, nous sommes restés longtemps avec une seule ampoule fixée au bout d'un long fil qu'on tirait dans toutes les pièces. La cuisine se faisait dans la cheminée où trônaient des marmites de plusieurs tailles, des cocottes, la tourtière, pour le feu dessus et feu dessous. Souvent, ma mère faisait un gâteau, la cajasse, qu'elle portait cuire au four du boulanger. Chez nous, il y avait en plus de la cheminée un potager, sorte de réchaud bâti à 2 trous, muni d'une grille où l'on brûlait du charbon de bois. C'était commode pour les sauces ou les petites soupes. Chez nous, il n'y avait pas de broche à volaille, tout se cuisait à la cocotte. Il fallait garder l'eau de vaisselle pour le cochon, donc pas de lessive et le pec citron n'était pas né. Le plus souvent, c'est moi qui soignais le cochon. Quelquefois, j'oubliais et je me faisais gronder. C'était pour moi une corvée que de faire cuire la bacade. En patois, le cochon ne mange pas, il baque. Je remplissais la chaudière avec divers légumes, suivant les saisons. Je mettais au feu et j'attendais que ce soit cuit. Nous avions des champs au lieu-dit le clos, un peu au-delà des jardins et la grange. On récoltait assez de blé pour notre pain, les pommes de terre, les légumes fourragés et la luzerne pour l'âne. C'est là que j'ai appris des 9 à 10 ans tous les travaux de la terre, bêcher, faucher, sarcler, moissonner. Et souvent, lorsque je travaillais au champ avec ma mère, des camarades passaient sur le chemin et se moquaient de moi. J'aimais beaucoup atteler l'âne ou l'ânesse, car nous avons eu les deux, pour porter quelqu'un à la gare ou aller prendre un voyageur. C'est ainsi qu'en mai 1924, j'ai eu l'honneur de transporter sur ma voiture à âne le futur député et ministre Yvon Delbos, qui venait à Salignac pour une réunion publique. Il était de la liste de gauche, et c'est à la réunion de ce jour-là qu'est né mon engagement politique. Puisque c'était un jour de foire, je vais parler de cette manifestation bimensuelle qui mettait beaucoup d'animation dans le village. Dès le matin, les marchands installaient leurs éventaires, marchands de tissus, de vaisselle, d'articles de cuisine, outils de toutes sortes, vêtements, couteaux, lunettes. À cette époque-là, on faisait ses achats à la foire. Mais le plus intéressant pour moi, c'était le marché aux bestiaux. Dès le matin, j'aidais le marchand, M. Massot, à faire la toilette de ses jeunes bœufs, et je conduisais les bêtes avec lui sur le champ de foire. J'assistais au marchandage, aux accordages laborieux, et j'étais au courant des prix. Vers le soir, je rentrais chez nous et j'aidais ma mère à emballer les œufs que les fermières lui avaient vendus dans la journée. Nous en prenions 3 dans chaque main et nous comptions 1000 pour une grande caisse bourrée de paille. Un peu plus tard, j'allais voir les danseurs au bal. À 12 ans, je savais danser la polka, la mazurka, la valse et la bourrée. J'étais précoce. À une foire de juin, à partir de 1924, date de mon départ pour le collège, ma mère achetait 6 ou 8 moutons pour occuper mes journées pendant les vacances. Effectivement, j'allais garder les moutons plusieurs heures par jour, le long des chemins et dans les bois proches. Je n'aimais guère cette activité, trop solitaire à mon goût. Les voyages, à cette époque, étaient une aventure. On marchait beaucoup à pied. J'ai déjà dit qu'il y avait peu de bicyclettes, car elles étaient très chères. Ma mère voyageait souvent pour ses affaires. Il y avait une voiture à cheval de la maison Galoupe, que l'on appelait le courrier. 5 ou 6 personnes pouvaient l'emprunter. Cette voiture portait ce nom parce que le matin, elle prenait à la gare de Salignac, au train qui arrive de Périgueux et de Brive, via Condat-le-Lardin, les sacs postaux et les journaux. Il y avait du courrier tous les jours, même le dimanche. Les facteurs, un par commune du canton, attendaient le courrier sur la place, devant la gendarmerie et la poste. J'allais souvent me mêler à eux, car ils racontaient les nouvelles de leur tournée. Ils emportaient les sacs dans la poste ou la postière. Mademoiselle Dartin, une vieille fille sale et désordonnée, régentait tout ce monde comme un adjudant de quartier.
Madame Gendre, la journaliste, pliait les journaux, les mettait sous bande et les facteurs les emportaient dans leur tournée. J'aidais souvent Madame Gendre et je parcourais les pages des journaux où il y avait peu de photos. C'était la Petite Gironde, la France de Bordeaux, le Matin, le Petit Parisien. Un des facteurs, celui d'Archignac, avait dans sa tournée 3 familles dans un hameau perdu. Il recevait souvent des lettres et des journaux. Il venait à l'école vers 10 heures et remettait le courrier aux enfants pour qu'ils le remettent le soir à leurs parents. Voilà un bel exemple de courrier lent. Donc au sujet des voyages, quand on allait à Sarlat, on avait plusieurs solutions. Il arrivait d'avoir une occasion d'emprunter la voiture d'un voisin ou d'un ami qui avait fait dire qu'il allait à Sarlat. Quand nous avions la grande ânesse grise qui trottait comme un cheval, nous sommes risqués plusieurs fois à faire les 17 kilomètres. C'était long, et puis à Sarlat, il fallait mettre la bête à l'écurie. Chaque auberge avait son écurie, avec un préposé à la garde des animaux. Il fallait atteler de bonne heure pour retour, car il y avait une côte de 6 kilomètres qu'on montait au pas. Autre solution, on allait à la gare avec l'âne. Et là aussi, on le laissait chez Sardos jusqu'au soir. On prenait le train pour les 10 kilomètres qui restaient, et le soir, on retrouvait l'âne. Autre exemple de voyage au long cours, pour aller au collège d'Excideuil, où je suis entré comme interne en octobre 1924, je prenais un vieil autobus à Salignac, à 5 heures du matin, jusqu'à Condat. Là, je prenais un train jusqu'à Terrasson. À Terrasson, je prenais un autre petit train jusqu'à Hautefort. Là, je prenais un train qui arrivait de Brive et j'arrivais à Excideuil vers 11 heures, tout ça pour faire 70 kilomètres. Parlons un peu de santé. Dans l'ensemble, nous étions en bonne santé, car nous étions actifs, au grand air et bien nourris, enfin mangeant des choses nourrissantes. Nous avons tous eu les petites maladies classiques, mais on parlait beaucoup de vers et on en avait, et des poux et des puces. Le docteur était débonnaire, qui soignait tout. Il était accoucheur, dentiste, généraliste et soignait les fractures. Quand il faisait un accouchement un peu long dans une ferme éloignée, il s'installait à demeure et restait quelquefois 36 heures sur place. On le nourrissait bien, on le savait gourmand. Voici une histoire authentique qui pourrait figurer dans le grand livre des pionniers américains en route pour l'Ouest. Ça devait être en 1917, avant la redoutable épidémie de grippe espagnole. Laurence avait mal aux oreilles. On ne disait pas otite à l'époque. Pas de médecin à Salignac. Je ne sais pas par quel hasard ma mère avait vu M. Chadebec, un vieux médecin colonial retiré à Salignac après 30 ans d'Afrique. Il vient voir Laurence et diagnostique une mastoïdite avancée. Il décide d'opérer ma sœur. Je revois la scène comme si c'était hier. Il fait bouillir longuement ses instruments de chirurgie. On attache les mains et les pieds de Laurence. On l'assied sur les genoux d'Albanie Rouzade, une voisine. D'autres bras la maintiennent et il opère sans anesthésie. J'entends encore le marteau frappant sur le burin pour faire un trou énorme dans le mastoïde, une boucherie. Enfin, Laurence était sauvée grâce à la détermination d'un vieillard et à la ferme décision de ma mère. Les gens étaient moins douillés que maintenant. On n'appelait pas le docteur pour un oui ou pour un non. Beaucoup croyaient aux rebouteux et aux remèdes de bonne femme. On utilisait beaucoup les sangsues et les ventouses. Je voudrais insister sur une chose qui était très répandue à l'époque. C'est l'entraide et la solidarité pour les travaux des champs entre tous les voisins. Je parlerai des faucheurs et de la fenaison quand je raconterai mes séjours chez mon oncle Arnaud Belmont, dit Mandou. Tout le monde ne possédait pas de faucheuse tirée par un cheval ou des bœufs, liée par deux par un joug. Alors on voyait une faucheuse s'activer dans plusieurs fermes, avec à peu près le même personnel partout. Il y avait de petits champs que l'on faisait à la main. C'était le cas chez nous. Il fallait faire très attention aux tranchants de la faucille. C'était un travail long et pénible. Il y avait des hommes spécialistes pour lier les gerbes.
C'était une époque où le blé était sacré. Les vieux veillaient à ce que tous les épis soient bien ramassés et disaient de manier les gerbes avec précaution, surtout si le blé était bien mûr. Certaines maisons avaient la réputation d'avoir du joli blé. On en parlait le samedi soir chez le coiffeur, en attendant son tour. Fin juillet commençaient les battages. Certaines petites fermes battaient encore le blé au fléau. Dans les autres, on battait seulement le seigle au fléau, car la paille de seigle, plus longue, était employée pour faire les liens des gerbes de blé. C'était un travail que j'aimais. Tous les ans, j'étais volontaire pour battre le seigle chez Payette, nos voisins d'en face, dont je reparlerai plus loin. On disposait le seigle en couches minces sur le sol, l'air, les épis de 2 rangées côte à côte. Il fallait que le temps soit très beau pour que le grain soit très sec et se détache bien de l'épi. On se plaçait face à face en calculant la distance voulue pour ne pas toucher le vis-à-vis. Et on manœuvrait le fléau dont un des bâtons frappait la paille en rebondissant. Il fallait frapper en cadence en avançant lentement sur le côté. Mon fléau était plus court que celui d'Élie Payette. À la fin, on enlevait la paille et on rassemblait le grain et la balle. Le lendemain, on vantait le grain à l'aide d'un tarare. L'arrivée de la batteuse était un progrès énorme, c'était une fête. Au bout, il y avait les sacs de grains dans le grenier. Il fallait une 30aine d'hommes dans les grosses fermes. Soit parce que j'en avais exprimé le désir, soit pour se débarrasser un peu de moi, ma mère m'envoyait quelquefois chez mon oncle Armand. Il habitait sur le bord de la route de Saint-Quentin à Sarlat, au lieu dit « Prends-toi garde », un nom qui devait dater de l'époque des brigands de grand chemin. La maison se composait de 2 pièces, une cuisine et une chambre à 2 lits. Le bâtiment comprenait à la suite une grange et une étable où logeait le cheval. Le mandou, c'était ainsi que tous l'appelaient, s'était marié en 1919, au retour de la guerre, avec une bonne grosse, la Marie Combissou. C'est ainsi qu'on appelait les Combes. Il possédait juste le nécessaire, et sans doute que ma mère, plus à l'aise, leur faisait du bien. Le mandou était un vaillant, très adroit de ses mains, très intelligent, et toujours prêt à rendre service, même s'il aurait mieux valu qu'il travaillât pour lui. C'est de cette époque que j'ai gardé le goût des radis noirs. La soupe, les pommes de terre bouillies avec des radis noirs, de l'eau et de la piquette. Tel était le menu le plus fréquent. Pour avoir un peu d'argent frais, Mandou faisait du bois de chêne à moitié dans un endroit perdu et très encaissé du côté de Croizan. J'allais avec lui pour sortir le bois. Comme le chemin était caillouteux et très montant, on empruntait l'âne du voisin qu'on plaçait en pointe par devant le cheval. Je tirais le bourricot par la bride et l'oncle fouettait fort. Enfin, à force de cris et d'encouragement, on arrivait à la route et on déchargeait le bois. Le samedi, je suivais le mandou à Sarlat, grimpé sur la charrette pour la livraison des bûches. Je revois encore le déchargement devant chez Kérois, le charcutier. Au moment du paiement dans la cuisine, l'oncle buvait un verre de vin, empochait l'argent et laissait traîner sa main sur la coupe onduleuse de la charcutière en lui disant l'œil allumé « Miloiu, cas de bravetetis », car il était un peu paillard. C'est chez l'oncle Mandou, un jour de fenaison, où une bonne dizaine de faucheurs se suivaient dans la prairie, que j'avais été chargé d'attendre le facteur à la route. En effet, mon oncle était abonné au Petit Parisien et recevait par la poste les nouvelles fraîches de 2 jours. Tous les hommes étaient impatients de savoir si notre héros national, Carpentier, avait battu Dempsey l'Américain en championnat du monde de boxe, toutes catégories. Quand je revins auprès avec le journal, que je n'avais pas osé déplier, tout le monde se précipita sur moi. Mais hélas, le Français avait perdu. Ce fut une sorte de deuil national. Il faut que je dise qu'à cette époque, tous les ans, à la saison, ma mère achetait des champignons, cèpes et oranges, que les gens apportaient à la maison. Je suis allé plusieurs fois à Paulin,
avait la charrette et l'ânesse grise, chercher des chargements de cèpes que le père Bizac avait achetés pour nous. C'était un gros travail à faire rapidement. On faisait 2 tas, tête et queue, sans raffinement. On ébouillantait tout cela dans la chaudière du cochon et on passait à l'eau froide. On en garnissait des barriques, sans couvercle, sans eau, avec des poignées de gros sel. Il se formait une mousse épaisse en surface. Ce n'était pas très appétissant. L'oncle Armand venait chercher les fûts à l'hiver pour la mise en boîte. À propos de conserve, je revois la camionnette Ford arrivant chez la grand-mère avec un chargement de bidons de petits pois, bombés, donc fermentés. C'était la nourriture des oies et du cochon pendant une période où, justement, la verdure se raréfiait. J'ai gardé pour la fin la belle figure de la grand-mère Marie Delmont, devenue carbonnière par son remariage avec le Julot après son veuvage, ce qu'il avait coupé des représentants qualifiés de la famille Delmont, le grand-oncle Albi et la grand-mère Fantille, que j'ai vaguement aperçu un jour de marché à Sarlat et avec qui nous étions brouillés. Mes premiers souvenirs remontent à la période 1916-1918. La grand-mère habitait au lieu-dit Buffet-nous, une maison dont je me rappelle peu de choses. Je sais que je jouais avec mon cousin Momon, le fils de Pauline. La Pauline, comme on l'appelle encore, s'est fait faire un enfant par M. Martin, le patron de l'usine de conserve où elle travaillait, et qui était marié et père de famille. C'est ce qui avait coupé Pauline du reste de la famille. Je sais seulement que fille-mère, elle vivait à Périgueux et gagnait sa vie en confectionnant des uniformes de soldats. Il n'y avait pas de chômage dans cette branche de la confection. La maison de la grand-mère Marie à Lacoste avait 2 pièces. La cuisine, pavée de cailloux inégaux, avec une grande cheminée, 2 placards muraux, une grande table de ferme avec un tiroir à chaque bout, un lit dans un coin, une armoire haute, un évier en pierre. Au plafond pendait un râtelier où on plaçait les tourtes de pain pour 10 ou 15 jours. La chambre avait 3 lits et une petite armoire. Les plafonds étaient lambrissés. Face à la cuisine, à gauche, les tables du cochon, avec au-dessus le poulailler. Plus loin, les tables des moutons et de la chèvre. Puis le toit des oies et des canards. Le mur du fond soutenait un mauvais hangar. À droite, une étable pouvait loger 4 bœufs ou vaches, puis la grange, puis la cave. 2 portails, un grand et un petit, ouvraient l'un sur un chemin, l'autre vers les champs. J'ai vécu de nombreux séjours à Lacoste, et je ne m'y suis jamais ennuyé. J'allais garder les moutons dans les bois. Le troupeau était assez important pour une petite ferme. Il y avait souvent des incidents avec la chèvre qui ne ratait jamais une occasion de faire une sottise. On lui pardonnait car elle nous donnait du bon lait, qui servait pour le déjeuner et la fabrication des fromages. Il fallait aussi surveiller les oisons qui avaient bon appétit. Le soir, j'allais fermer les poules qui couchaient dans un poulailler rond à toit conique de lauze, planté au flanc de la colline, car on avait peur du renard. Et le Gilou, me direz-vous, où était-il? Il restait absent de longues périodes l'été. Il faisait les battages, puisqu'il avait une locomobile et une batteuse. Le reste du temps, sa machine actionnait un métier à scier qui se déplaçait d'un chantier à l'autre, suivant la demande des charpentiers. Ce Julou, je ne l'aimais pas. Il appelait ma grand-mère la vieille, ce qui ne me plaisait pas. Et sur un autre plan, je sais que ma mère n'aurait pas voulu se trouver dans une pièce seule avec lui. Il était assez brutal, peu évolué. Il fut victime en 1924 d'un grave accident du travail. Il laissa une main dans la batteuse pour avoir poussé le blé trop loin. Son bras gauche se terminait par une prothèse munie d'un énorme crochet. Le gros problème en été était celui de l'eau. Nous allions la puiser avec des seaux à une petite source éloignée dans la vallée. On recueillait bien un peu d'eau de pluie dans des barriques, mais seuls ceux qui possédaient une citerne avaient une réserve pour les bêtes et à la rigueur la soupe. Car la soupe était la nourriture clé de cette époque. Il fallait voir la taille des soupières et les assiettes bombées qui se servaient certains hommes comme le jour ou le mandou. Et ces chabreaux avec du vin,
jusque dessus de la cuillère, qui se terminait par un bain de moustache. Ma grand-mère était fine cuisinière. Bien qu'elle ait eu peu de temps à consacrer à la préparation des repas, elle faisait des ragoûts succulents. Quand ce n'était pas des pommes de terre, c'était des haricots, des lentilles. Le grand extra me plaisait beaucoup. Le macaroni au quartier d'oie. Je me rappelle les grands repas de famille avec les oncles et les tantes. Le menu était toujours à peu près le même. Pouilly de bœuf, bien gras, avec la poule au pot, le civet de lapin, le confit de porc ou d'oie et les haricots en grains. Pour terminer, un excellent gâteau cuit dans la tourtière. Les grands buvaient le café, lequel café en grains était moulu sur la table avec une bouteille, et force rasade de gouttes. J'ai souvent pensé à ma grand-mère quand j'enseignais la morale. Quelle femme extraordinaire! Et comment s'étonner si elle était un peu déformée à la fin de sa vie, pleine de rhumatisme, mais toujours courageuse. Elle est morte dans sa vigne, alors qu'elle ramassait de l'herbe pour ses lapins. Du fait de l'absence presque permanente du julot, la Marie se levait avant le jour, s'occupait des bêtes, allait garder les moutons 1 heure ou 2, faisait la soupe et le fricot, allait au jardin un moment, l'après-midi après la vaisselle, elle allait au champ pour sarcler ou buter, travaillait la vigne, gardait les moutons. Dans la soirée, faisait le souper. En gardant les moutons, elle cousait ou raccommodait les chaussettes, ou filait la laine. Elle trouvait le moyen de se lever la nuit pour aller au champ de maïs. J'ai parlé plus haut de la famille Payette. C'était de bons voisins. Les 3 hommes étaient coiffeurs. En patois, on disait perruquiers. La mère, Anna, était une femme extraordinaire qui s'occupait de sa maison. Elle faisait les lessives pour beaucoup de monde. Nous l'aimions beaucoup. Le salon de coiffure pour hommes était quasiment désert la semaine, mais devenait une ruche le samedi soir et le dimanche matin. Les hommes arrivaient au salon après le travail, avec une barbe d'1 semaine ou de 15 jours. J'étais embauché pour savonner les joues du patient. Je trempais le blaireau dans un grand bol argenté. Je frottais longuement jusqu'à ce que Élie ou Henri prennent le relais avec le rasoir. Je ne manquais pas un samedi car je gagnais quelques pièces et j'aimais écouter toutes les nouvelles qui se racontaient ce soir-là. Il y avait souvent une note de médisance dans les propos rapportés. Les hommes n'étaient pas pressés de repartir. Je me rappelle que le vieux Bourbon de l'auberge de la gare n'oubliait jamais de venir faire étrenner sa barbe à ma mère, qui était à l'époque une jeune belle veuve. Un autre personnage que j'aimais beaucoup, c'était le meunier Gorse. Il passait dans le village tous les dimanches matins avec une belle charrette attelée d'un beau mulet noir. Il entrait déposer dans la cuisine le petit sac de farine et celui de son. Il prenait le blé que ma mère avait préparé pour lui. On ne le payait pas. Le meunier avait prélevé ce qui lui revenait. J'ai appris plus tard, un soir de l'été 1928, alors qu'avec Auguste nous étions allés aux écrevisses près de son moulin, que M. Gorse était un sage nourri d'idées libérales, plus cultivé que la moyenne, que c'était un homme de gauche et ils étaient rares. Il faut que je parle de quelques personnages importants qui feront sourire les jeunes d'aujourd'hui. Joseph, l'aveugle, notre casseur de noix en hiver et au printemps, avait un vrai métier qu'il avait appris à l'Institut des jeunes aveugles de Paris. Il était rempailleur de chaises. Son père, qui était veuf, vivait avec lui et procurait la paille de roseau. Joseph était très adroit. Il avançait dans toutes les rues du bourg sans trop de difficultés. Pour augmenter ses revenus, il faisait fonction d'appariteur, de colleur d'affiches et de tambour de ville. C'est lui qui m'a appris à faire la colle de farine et je l'aidais pour délimiter les emplacements à utiliser. Il est vrai que le papier était alors plus rare qu'aujourd'hui. Conduit par une main secourable, il annonçait dans les maisons qu'une vache ou un bœuf était abattu après accident, et chacun allait acheter le morceau de la solidarité paysanne. Aujourd'hui, il y a l'assurance. Pour le jour de l'an, Joseph et son tambour, accompagnés d'un guide, plusieurs fois moi, passaient jusque dans les maisons les plus reculées pour présenter ses vœux, embrasser les femmes, recevoir ses étrennes et boire un verre. Je suis témoin que le soir, il était un peu chancelant. On lui prêtait une liaison avec une femme un peu simple, à qui il récitait des vers, car il était instruit et musicien.
Je ne me rappelle pas de sa fin, mais je garde de lui un impérissable souvenir. Tous les ans, à la fin de l'hiver, les rétameurs s'installaient sur la place. Ils débarquaient d'une roulotte, comme celle des bohémiens d'alors, 2 ou 3 hommes et une femme pour faire la popote et les courses. Ils étaient très attendus car indispensables, tant il y avait de bassines percées, de plats cassés, de couverts rouillés ou informes. J'ai passé là aussi des heures à observer ces magiciens qui vous ressortaient du bain d'étain des cuillères, des fourchettes comme neuves. Mais ce qui me frappait le plus, c'était la refonte des cuillères en étain pur. Ils fondaient les vieilles cuillers, bosselées et tordues, puis ils coulaient ce métal dans un moule qu'ils maintenaient entre les genoux. Ils attendaient quelques instants et ouvraient le moule au-dessus d'une bassine garnie d'eau froide. La cuillère tombait, redevenue neuve. C'était magique. Tous les ans, le premier dimanche de juin, avait lieu la fête votive, en patois la botte. Il y avait des affiches partout pour l'annoncer. Et tous les enfants étaient survoltés à l'idée de tout ce qu'ils allaient vivre. La retraite au flambeau, l'aubade du dimanche matin, les bals publics, le mât de cocagne, la course en sac, etc. Et puis il y avait des marchands, de bonbons, de jouets, des jeux de la roue qui gagnent. Mon joli plat en porcelaine vient de là. Une année, une espèce de vent de folie avait soufflé sur notre équipe. C'était la mode des balles en toile bourrées de sciure, fixées à un élastique un peu long, qui les transformait en projectiles à répétition. Nous avons cabossé plus d'un chapeau de dame, nous enfuyant aussitôt pour frapper un dos ou une tête. Pour corser l'addition, quelqu'un avait eu l'idée d'acheter des fusées volantes, et il les faisait partir au ras du sol en direction de la foule. Ce jeu-là s'arrêta bien vite, car les hommes du comité des fêtes distribuèrent force taloches. Bien sûr, à l'occasion de la fête, il y avait des invités à la maison. Mon oncle Armand, ma grand-mère, des cousins, ils faisaient longue table, puis faisaient un tour de manège, les chevaux de bois faisaient recette, mais le grand chic, c'était le pouce-pouce. Sous un chapiteau de toile, un public nombreux assistait à la séance de cinéma. L'opératrice tournait la manivelle de l'appareil bruyant et faisait le commentaire de l'action simultanément. On se contentait de peu à l'époque. Je ne me rappelle pas des sujets traités, mais c'était simpliste. Les gens étaient très crédules et le moindre prestidigitateur devenait un surhomme. Le feu d'artifice clôturait la fête. Merci d'avoir écouté cette émission, j'espère que ce voyage dans la Dordogne il y a un siècle vous a intéressé. Vous retrouvez le texte de Pierre Escudier que Bernard Pellerin vient de lire sur le site parolehistoire.fr avec tous ses compléments comme des cartes et un lexique. Vous retrouvez également plein de conseils de lecture en histoire rurale dans la bibliographie proposée par Jean-Marc Morisseau pour l'épisode 338 du podcast sur l'histoire rurale à l'agrégation. Merci et à bientôt dans Paroles d'Histoire et le fil de l'épée.